Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la méthode des 5 intelligences, qui est une méthode qui a été inventée par René Casimir il y a à peu près 40 ans, dans le but d'avoir une méthode simple de compréhension de l'être humain et de son fonctionnement dans différentes situations. Et ce qui était important, c'est de donner autant d'importance à toutes les intelligences, parce qu'on n'en a pas qu'une. Souvent on parle de l'intelligence scolaire, donc le QI, mais ce qui est bien avec cette méthode, c'est que ça donne autant d'importance à par exemple, ce que je donne comme exemple, c'est un camionneur qui roule dans les rues de Paris, dans des toutes petites rues. Ben, il a une intelligence qui n'est pas l'intelligence du QI, mais qui est une intelligence de l'espace. Donc voilà, dans cette méthode, on va pouvoir comprendre comment est-ce que cette personne est intelligente et de quelle façon. Voilà. Donc on a 5 intelligences. Ce qui est important, de savoir, c'est qu'on les a tous, ces 5 intelligences, vous inquiétez pas, mais de façon différente. Donc dans chacune de ces 5 intelligences, comme vous pouvez le voir, il y a 2 polarités. Une polarité transtopique et une polarité hypertropique. Ce qui différencie ces 2 polarités, c'est la concentration que chacune de ces polarités a une façon d'arriver d'un point A à un point B. Voilà. Vous voyez bien, l'hypertropique, il va aller d'un point A à un point B de façon directe et rapide, tandis que le transtopique, il va aller d'un point A à un point B, mais il va se rendre compte que, tiens, il y a un point C et un point D, pourquoi est-ce que j'y passerai pas ? Il faut faire attention parce qu'il n'y a pas de bien ou de mal dans ces 2 polarités. Vous allez voir que vous allez vous reconnaître dans certaines choses, vous allez reconnaître certains de vos proches. Il ne faut pas se dire moi je suis pas ça, c'est pas bien, j'aimerais bien, ou etc. Ou quoi que ce soit, en fait, vous êtes qui vous êtes et c'est bien. On va se rendre compte de cette valeur. Voilà, et voilà, l'hypertropique, c'est vraiment se concentrer sur un point singulier, particulier, tandis que le transtopique, c'est éparpillé et moins concentré. La première intelligence, c'est l'intelligence phylogénique. Donc c'est l'intelligence de la survie de l'espèce. C'est comment est-ce que je vais être moi dans l'environnement pour faire survivre toute mon espèce. Et donc, vous voyez, l'intelligence, la polarité hypertropique est nommée le prophète. Et ensuite, la polarité hypertropique c'est le prophète et transtopique c'est le saint. Attention, il ne faut pas mettre de sens autre que celui que je vais leur donner ici à ces mots. Parce que vous voyez, prophète, saint, ça a quand même des sens assez forts. Faites attention à ne pas faire de raccourcis. C'est tout. Donc, le prophète, comme vous voyez, hypertropique, c'est ce qu'on donne, c'est comment est-ce que je vais adapter mon environnement à la façon à comment est-ce que je vais être bien moi pour survivre, tandis que le saint, ça va être comment est-ce que je vais m'adapter moi-même pour survivre dans mon environnement. C'est très important dans les cas de détresse parce que on se rend compte que certaines personnes réagissent pas de la même façon. Donc ce que je donne comme exemple, c'est par exemple un prophète et un saint qui sont dans une pièce où il fait très très chaud, vont pas du tout réagir de la même façon. Le prophète, comme je vous l'ai dit, il va adapter son environnement. Donc il va chercher, il y a une fenêtre, il va aller ouvrir la fenêtre, comme ça la température de la pièce va changer. Tandis que le saint, lui, il va enlever son pull pour que lui-même, il ait moins chaud. Et voilà, donc on voit bien le coup de... Est-ce que je peux intervenir ? Bien sûr. Je dirais même plus, le saint, quand il fait très chaud, il va rester dans sa chaleur. Il va même pas enlever sa veste. Il va s'adapter en lui. Donc il fait chaud, il va transpirer. Mais c'est pas grave, il va pas être mal à l'aise. Voilà. Il va se débrouiller avec lui-même pour aller bien. Donc vous voyez que j'ai noté on a une dernière couleur ici en vert.
Comme j'ai marqué ici, c'est les puissances. Vous allez voir sur certaines intelligences, vous allez vous dire je sais pas trop, j'hésite. Donc vous avez toujours une polarité qui est majoritaire. Donc sur le prophète ou le saint, il y en aura toujours une qui est votre plus forte. Mais vous pouvez être un petit peu aussi saint, par exemple. Et à ce moment-là, on dit que vous êtes curé. Donc le curé, il a une particularité, c'est que il a une sensibilité à l'avenir et à la pérennité de l'espèce. Il a une sensibilité aussi à ce qui est bon pour l'humanité et donc voilà, il est bon en stratégie par exemple. Ensuite, l'intelligence suivante, c'est l'intelligence sociale. Donc c'est comment est-ce que quelqu'un va interagir dans le groupe avec les autres. Donc toujours entre la polarité transtopique et hypertopique. Donc vous voyez, le roi c'est hypertopique et transtopique c'est le héros. On voit le roi et le héros dans un groupe. Le roi, ça va être, si vous voyez un schéma, ça va être celui autour duquel les gens se regroupent et qui va concentrer l'attention. Donc vous voyez toujours l'hypertopique, la concentration sur un point, et le héros qui va se disperser, qui va aller voir différents rois ou faire le lien. Le héros, il crée le lien entre les différents groupes, entre les différentes personnes, si jamais il y a un conflit ou ce genre de choses. Voilà. Le roi, il y a vraiment je reviens sur le roi, il y a vraiment une notion très importante de territoire et de possession d'une identité en fait. Voilà, qui est très importante. Entre rois, il y a toujours une notion de respect qui est très importante et de considération de l'autre qui est absolument nécessaire dans une relation. Le roi et le héros fonctionnent toujours très bien ensemble, fonctionnent toujours par pair. Voilà. Donc quand on est un petit peu des deux, surtout donc si par exemple on est particulièrement roi et un petit peu héros, on dit que la personne est aristo. C'est la puissance qui est associée à l'intelligence sociale. Et l'aristo, c'est quelqu'un qui a une sensibilité au détail, à l'élégance, à l'harmonie. C'est quelqu'un qui peut osciller entre le roi et le héros. Donc c'est des gens qui sont acteurs, qui peuvent osciller entre différents modes de présence dans un groupe. Voilà. Ils font le lien. Caméléon social. Ils sont caméléons social. Voilà. On dit que l'intelligence sociale, c'est la centrale de l'énergie. Donc dans le groupe. Ensuite, l'intelligence suivante, c'est l'intelligence émotionnelle, avec le transtopique qui est l'aventurier et l'hypertopique qui est l'intendant ou le guide. Vous allez entendre un petit peu des deux mots parce que ça a changé. Donc l'aventurier, donc l'intelligence émotionnelle, c'est comment est-ce que on va gérer l'émotion et comment est-ce qu'on va gérer une émotion qui vient, comment est-ce qu'on va le laisser influer sur la façon dont on va vivre, dont on va prendre des décisions, comment ça va influer sur nous. Donc l'aventurier, vous voyez que c'est le transtopique, donc c'est ça va le disperser, ça va il va se perdre dans sa... L'intelligence émotionnelle, c'est tout dans la tête. C'est ce qu'on appelle donc c'est la façon singulière de capter l'énergie. Donc l'émotion, elle va arriver et on va la traiter d'une façon ou d'une autre. Et l'aventurier, il va se laisser disperser par l'énergie, tandis que le guide ou l'intendant, il va rester centré sur ce à quoi il pensait. C'est le guide, c'est une personne qui, lorsqu'on a une conversation, on devait aborder dans une réunion, on devait aborder ce sujet-là. Et évidemment, il y a toujours des aventuriers dans le groupe. Et soudainement, on se disperse. On était en train de parler de quelque chose, et puis le sujet, la conversation diverge sur autre chose. Et le guide, ça va être la personne qui va dire bon, bref, est-ce qu'on peut revenir au sujet, s'il vous plaît? C'est très difficile quand il y a beaucoup d'aventuriers dans un groupe et peu de guides qui ne se fait pas forcément entendre.
Voilà, donc on voit ici la puissance d'avoir deux polarités et que l'un peut pas fonctionner sans l'autre. Donc quand on est avec une majorité et un autre aussi, on appelle ça la puissance associée, c'est le révolutionnaire. Le révolutionnaire, c'est une personne qui se sent à l'aise dans le conflit, qui va aller limite chercher le conflit. Ce qu'on dit, c'est qu'il peut se faire l'avocat du diable rien que pour le plaisir du conflit. Et en fait, il voit pas ça comme un désavantage, il voit ça comme quelque chose qui l'amuse. Enfin, moi je sais que ça arrive parfois de me disputer avec quelqu'un et maintenant on s'est rendu compte que en plein milieu du conflit, elle me dit je t'emmerde et moi je rigole. Donc c'est ça, le révolutionnaire, ça va le faire rire, ça va l'amuser de rentrer dans le conflit. Il y a des personnes, c'est pas du tout comme ça. Et c'est important de savoir que les deux sont bien et il est important du coup de respecter l'un et l'autre des cas. Parce qu'un révolutionnaire, il peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est pas possible. Il y a des gens qui sont pas capables de gérer la puissance d'un révolutionnaire. Sa phrase préférée? Sa phrase préférée, c'est pas juste. Il y a une grande valeur de justice et d'injustice. Le révolutionnaire, il adore aller dans le conflit, et encore plus si c'est pas juste. C'est les enfants qui disent non mais c'est pas juste. Bah oui, c'est comme ça, mais ça va le mettre hors de lui, le révolutionnaire. Voilà, c'est dans ses tripes. Et ce qu'il faut voir, c'est que de toutes ces 5 intelligences, c'est dans les tripes, on n'y peut rien. Et à un moment, il faut l'accepter et s'accepter soi comme on est et voir la valeur de ce qu'on est. Voilà. L'avant-dernière intelligence, c'est l'intelligence spéculative. Donc c'est l'intelligence des moyens, l'économie d'énergie. Qui est très importante. C'est la façon dont on va utiliser notre énergie la façon dont on va organiser notre énergie pour arriver à des fins. Toujours le transtopique qui est le chercheur et l'hypertopique qui est le messager. Ce qu'on voit, le spéculatif, moi ce que j'explique en général, c'est qu'on le voit quand on fait des recherches. Je sais que j'ai fait pas mal d'exposés ou quand on était au collège, et on se rend compte que le chercheur, par exemple, il va se disperser dans ses recherches. Le pire pour le chercheur, c'est Wikipédia. Par exemple, il est en train de faire un exposé sur la Révolution française. Il va se rendre compte que Marie-Antoinette, en fait, il y a eu une théorie du complot et que Louis XVI, il s'est pas fait couper la tête parce que la Révolution française, mais c'est parce qu'il était l'amant de quelqu'un d'autre, etc. Et en fait, il va rechercher, il va se perdre dans ses recherches. Et à un moment donné, s'il a la chance d'être guide, il va se dire il faut que je revienne à mon but. Sauf qu'il sera parti dans plein de choses, donc il aura acquéri plein d'informations. C'est ce que je disais, il est passé par C et par D. Et du coup, bon, il sera allé moins vite, mais il aura plus d'informations. C'est difficile pour un chercheur de synthétiser. Voilà. Et c'est la force du messager. C'est le messager qui raconte une histoire, c'est les éléments qui sont les plus importants de l'histoire. C'est la différence quand un chercheur et un messager qui racontent une histoire, quelque chose qui leur est arrivé. Le messager, il va dire je suis allé au restaurant voir mon expert comptable et j'ai des problèmes de budget là-dessus. Le chercheur, il va expliquer quel repas il a pris au restaurant, est-ce que l'expert comptable il était allé chez le coiffeur ou voilà. Bon, c'est intéressant, mais est-ce que la personne qui écoute a besoin de toutes ces informations? Ça dépend. Voilà, donc le chercheur et le messager. Et quand on est un petit peu des deux, il y a le bourgeois. Le bourgeois, c'est l'intelligence de l'économie des moyens. Donc le bourgeois, il y a toujours une notion de sécurité qui est très importante, d'économie des moyens. C'est une personne qui est très, très bonne pour les finances, pour la sécurité financière. C'est aussi
quelqu'un qui est toujours dans le compromis. C'est quelqu'un qui est bien à avoir. On aime bien avoir des bourgeois dans un conflit pour ensuite mettre les comptes au clair. Voilà, c'est avoir un entre-deux. Il est bon pour mettre les choses à égalité. Voilà. Et la dernière intelligence, c'est l'intelligence psychomotrice. Donc c'est comment est-ce qu'on va transformer l'énergie. C'est l'intelligence de l'action. Donc voilà, toujours le transtopique, le chasseur, et l'éleveur, l'hypertopique. C'est le chasseur, comme on le dit, il va se disperser. Je trouve que sur cette intelligence, l'image du chasseur est pertinente. Quand on s'installe quelque part pour trouver des ressources, imaginons qu'on était à l'époque préhistorique, le chasseur, il va se disperser, il va aller se dire je vais aller chercher des baies ou je vais aller chasser, aller autre part que sur mon campement pour trouver des ressources. Et même un chasseur, une communauté de chasseurs est souvent nomade. Voilà, c'est l'image qu'il faut avoir. Et l'éleveur, il va s'installer, il va installer une cabane et il va faire ses petites plantations, et l'année d'après, il va avoir plein de pommes de terre. Et donc chacun a sa force qui est d'avoir en fonction beaucoup de lin ou le chasseur aller voir autre part. Donc une diversité. Le chasseur, il est à la saisie d'opportunités, tandis que l'éleveur, c'est plus la prévision et l'organisation. Voilà. Un exemple qu'on donne, c'est mes parents, au début de leur relation, à un moment donné, pendant une semaine, il y avait mon père qui dit à ma mère, mon père qui est éleveur, qui dit bon alors, le mercredi, bon, qu'est-ce qu'on fait ce week-end? Ma mère qui est chasseur qui dit on verra samedi à 10h, enfin, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il se passe sur le moment, et il va forcément se passer quelque chose. Parce que c'est vrai, il se passe toujours quelque chose. Mais le chasseur, il va être susceptible, il va être sensible à ça, et va être capable de saisir ces opportunités qui passent, tandis que l'éleveur, c'est plus dans la prévision. Le point, il est concentré sur quelque chose, va pas aller autre part. Voilà. Alors que, et du coup, l'association des deux, c'est le soldat. Donc, c'est l'intelligence de l'action. Donc, le soldat, c'est quelqu'un qui est très physique. C'est des gens qu'on va retrouver comme maître sauveteur en mer, ou des gens qui font de la boxe. Voilà, des gens qui vont physiquement dans l'action. Parfois même au dépit de la qualité de l'action. On voit un soldat, il est très bon à avoir dans la réalisation de projet, parce que tu vas lui dire de faire quelque chose, il va le faire, et le plus rapidement possible. Et ce que je dis, c'est que justement, c'est parfois au dépit de la qualité du travail produit, parce que ça va être fait, mais puisque d'autres personnes l'auraient peut-être pas fait aussi rapidement, c'est pas forcément très, très bien fait, mais ce sera fait. Voilà. Donc c'est très bien. Et voilà. Je vais vous donner des exemples peut-être plus concrets pour vous rendre compte de la différence de fonctionnement entre chaque polarité. Par exemple, saint et prophète. Un saint, quand il a un obstacle, il va contourner l'obstacle, par exemple. Là, vous voyez, j'ai un obstacle. Pour passer de là à là, je vais contourner. Le prophète, il va déplacer. Il va changer la situation. Voilà, et ça, c'est vrai dans les faits, mais c'est vrai aussi dans les idées. Le roi et le héros. Par exemple, le roi supporte mal, très très mal, que l'on vienne dans son espace. Le roi, il a un espace, c'est son espace. Le héros, on peut venir dans son espace, ça ne lui posera pas de problème. Un roi, sa chambre, c'est sa chambre. On ne rentre pas dans sa chambre comme ça. Il prend ça comme très violent, le fait qu'on aille chez lui. Et le roi, il est très très vigilant quant aux règles sociales. Il fait respecter les règles sociales, qui sont des règles sociales, je dirais, presque supérieures. L'aventurier et l'intendant. L'intendant, il a un objectif. Quand il s'est fixé un objectif,
il va suivre son objectif. Il a décidé de parler de ça, il a décidé de dire ça, rien ne pourra l'en empêcher. L'aventurier, il peut commencer avec un objectif et puis changer d'objectif parce que quelqu'un va le faire changer. Ah ben mon objectif c'est de parler de ça. Puis finalement, on va me parler aussi d'autre chose. Peut-être je peux aller voir aussi à quoi ce que c'est. Alors que l'intendant, moi j'ai choisi de vous parler, de vous donner des exemples. Je vais le faire jusqu'au bout. Le chercheur et le messager, très bon exemple. Un messager qui vous laisse un message sur votre répondeur. Parce que ce soir, vous dînez ensemble. Bon, je t'appelle, on devait dîner ensemble ce soir, rappelle-moi, parce qu'on ne peut plus dîner ensemble. Ça, c'est typiquement le messager. Le chercheur. Oui, alors je t'appelle. Tu sais, ce soir, on avait prévu de déjeuner ensemble et puis ça me fait tellement plaisir de dîner avec toi. Alors, je voulais te dire, j'ai un petit problème. Alors, je ne sais pas si on va pouvoir le résoudre, mais tu vois, il y a mes parents qui doivent venir. Bon, ils ne devaient pas venir, hein, mais il y a mes parents qui doivent venir. Donc, je crois que je ne vais pas pouvoir. Alors, bon, peut-être on pourrait quand même dîner ensemble, mais c'est pas sûr, quoi. Le messager, il parle avec quelqu'un pendant 1 heure. Il peut le résumer en 5 minutes. Le chercheur, il parle avec quelqu'un en 5 minutes, il peut en parler pendant 1 heure. Autre exemple, j'aime beaucoup le chercheur et le messager. Le chercheur, il doit faire un exposé ou prendre une recette. Il a 50 livres de recettes, il va quand même aller chercher sur Internet. Le messager, il a 1 livre de cuisine. Et puis, il va fouiller sur son livre de cuisine. La différence entre le chasseur et l'éleveur. Je décide de faire, je suis dans l'action. Ce n'est pas un objectif, je suis dans l'action. Je décide d'aller me faire un thé, de traverser le salon et d'aller me faire un thé. Sauf que dans le salon, je m'aperçois qu'il y a une assiette qui n'a pas été rangée. Si je suis chasseur, c'est une opportunité. Je prends l'assiette, je vais la ranger. Si je suis éleveur, j'ai décidé d'aller me faire un thé, je passe à côté de l'assiette. Quand bien même elle n'a rien à faire là, je ne la vois même pas, je vais chercher mon thé.